On parlait donc de la Guinée, des dizaines de partis menacent de descendre dans la rue tout à l'heure. Maurice parlait d'un consensus, de l'apport aussi de la classe politique dans la gestion de l'État. Madame Sophia Kenyossi Adanou, visiblement, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui en Guinée-Conakry et cela irrite l'opposition. Oui, l'opposition a raison. Et quelque part de se plaindre et en ce qui concerne la façon dont les choses se passent au sommet de l'État en Guinée. Bon, et ils ont réclamé un cadre de concertation parce qu'il n'y en a pas et pour dialoguer, pour donner leur point de vue sur la façon dont les choses doivent se dérouler, ce qui n'est pas le cas. Donc, le CNRD n'a pas donné non plus l'aval aux parlementaires quand même de voter la durée de la transition. Tout ça là constitue une inquiétude pour les opposants. Je crois que leur inquiétude est fondée quelque part. Si le président Doumbouya veut assainir tout ce milieu avant de sortir un calendrier et pour les élections à venir et remettre le pouvoir aux civils, je crois que ça va prendre un peu de temps. Donc, Maurice a dit tout à l'heure, Itren a sorti un calendrier pour la transition, la CEDEAO est où? Bon, et la CEDEAO est absente dans ce cas, bouche cousue, elle ne dit rien. Est-ce que c'est parce que la Guinée n'utilise pas le franc CFA ou bien c'est par rapport à quoi que jusqu'ici, Wagner n'est pas là non plus? Pourquoi? Jusqu'ici, elle n'a rien dit, elle n'a pas pris de sanctions à l'encontre de ces autorités-là jusqu'ici. Parce qu'il faut un cadre de concertation. Il faut que toutes les forces vivent, un cadre inclusif, oui, voilà. Il ne faut pas exclure quand même les partis politiques. Et parlant de partis politiques, il n'y a pas le parti de l'ancien président Alpha Condé dans cela, c'est surprenant. Oui, bon, le parti de l'ancien président Alpha Condé a dit, se retrouve dans certaines, comment l'appelle-t-on, revendications en ce qui concerne ce que ces partis de Seloun d'Alain Diallo et de Touré ont signé, mais ne veut pas rejoindre quand même cette opposition-là parce qu'ils ont toujours continué, je les cite, à, comment on dit, à nuire ou bien à salir les œuvres de Alpha Condé, voilà, jusqu'ici. Donc du coup, avec le temps aussi, eux aussi vont quand même formuler des revendications envers les gouvernants qui sont là pour que les choses soient quand même faites de façon équitable. Il faut un cadre de concertation inclusif. Avant de retrouver Sana, je vous vois sourire, Maurice Kovi. Est-ce qu'on peut avoir l'aspect ethnique là encore dans les débats politiques en Guinée? Ils n'ont pas intérêt. Aucun pays africain n'a intérêt à avoir un aspect technique, un aspect ethnique dans sa politique. La chose est simple. Si vous voulez, comment on appelle, on doit voir cet aspect technique, donc il n'y a pas d'État. Il s'agit de la construction d'une nation. Je pense que ça a été un des plus gros défis d'ailleurs des pères de l'indépendance, c'est-à-dire constituer une nation, et parfois ils ne l'ont pas totalement réussi. Donc les politiques guinéens et tous les autres politiques dans chaque État africain a justement intérêt à ne pas mettre la chose ethnique devant. Il faut mettre la nation devant, c'est la nation Guinée devant. Et après, justement, parce qu'il y a cette question des peuples qui transcendent les frontières, mais voir dans quelle mesure la collaboration peut se faire beaucoup plus fluide et beaucoup plus pénétrante. Parce qu'on le voit, par exemple, lorsqu'il y a eu cette jonction entre le Mali et la Guinée, la plupart des gens ont dit, mais en fait, ce sont les mêmes peuples. C'est le peuple mandingue, vous avez les Peuls qui se retrouvent un peu partout. On en a même au Togo. On a des mandingues, on a des Dioula au Togo. Voilà. Donc à un moment, il faut faire cette jonction-là. Alors, Sana Sadio, finalement, l'opposition guinéenne face à la réalité. Oui, naturellement, il faut créer un cadre de discussion et d'échange, un cadre inclusif. Et naturellement, quand certains acteurs
ne se sentent pas associés, il y va de bon ton qu'ils puissent dénoncer cela. Oui, mais par contre, je ne vois pas l'opportunité de faire le lien entre les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali et des sanctions qui ne se sont pas durcies, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle que la Guinée est toujours suspendue des instances de la CEDEAO. Mais il n'y a pas le même acharnement. Non, je n'appelle pas ça acharnement. Je développe. Les sanctions à l'encontre du Mali se sont durcies face au respect du premier engagement du Mali envers la CEDEAO, qui avait conduit à un assouplissement des sanctions. C'est suite à la charte de la transition signée qui prévoyait 18 mois que la CEDEAO a assoupli. Ils l'ont accompagné d'ailleurs. Et donc c'est au bout du 16e mois que ces velléités ont commencé, quand on voyait que réellement que les autorités militaires maliennes au pouvoir ne faisaient rien pour organiser les élections. Le cas de la Guinée, c'est différent. Et encore qu'il faut rappeler, puisque on a parlé du CFA, c'est très intéressant et ça justifie beaucoup de choses. Et il faut toujours le rappeler que c'est l'UMOA, c'est-à-dire l'UMOA, les pays qui se partagent le franc CFA, cette institution, l'UMOA, qui a pris des sanctions financières. C'est ça aussi, c'est l'UMOA. La Guinée ne fait pas partie de l'UMOA. Donc c'est une distinction. Aujourd'hui, ce n'est pas le même. fait partie de l'UMOA. Ce n'est pas le Burkina n'a pas encore, c'est-à-dire leur calendrier, c'est-à-dire ça n'a pas encore fait. Je n'ai pas dit cela. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des échanges. Il faut que ils ont fait une proposition. 3 ans. Voilà, ils ont fait une proposition. Je crois qu'il y a des échanges pour que la CEDEAO se décide là-dessus. C'est ça. Donc maintenant, concernant le cas de la Guinée, jusqu'alors, la junte, les autorités guinéennes ne se sont pas encore engagées vis-à-vis de la CEDEAO. Il n'y a pas un défaut de promesse. C'est ça, c'est-à-dire, l'étape de sanction de la Guinée est au niveau où étaient les sanctions. Les sanctions contre le Mali quand ils étaient au cours de la phase de ces 18 mois-là. Donc il n'y a pas encore d'engagement et c'est pourquoi d'ailleurs la CEDEAO presse les autorités guinéennes de proposer un calendrier sur la base duquel ils vont accompagner la Guinée. Donc il faut faire la distinction. Mais ceci dit, moi je crois que aussi il faut que l'on puisse faire la part des choses. Parce que lorsque l'on voit le communiqué que ces regroupements de 10 partis politiques, ils ont fait allusion à la manière brutale avec laquelle on procède à la récupération de tout ce qui est du domaine public. Et moi je dis non quand même, quand vous prétendez être de l'opposition, que vous voulez incarner une autre façon peut-être de mieux faire, de mieux gérer le pays. On ne peut pas se permettre, monsieur Seloun, ne peut pas se permettre d'avoir gardé, comment on appelle, une maison qui appartient à l'État alors qu'il n'occupe plus de charges publiques. C'est inadmissible. Donc il veut qu'on lui accorde combien de délai, qu'on négocie avec lui le délai d'expulsion. Je dis non, ça appartient à l'État. Il a occupé indûment et peut-être même qu'il devrait même payer des dommages et intérêts à l'État guinéen. C'est ça aussi des postures dans lesquelles on se retrouve être opposant. Oui, on prône des choses dont on n'applique pas en réalité. Donc il faut faire la part des choses. Sur ce plan, je dis non, ils n'ont pas raison. Mais oui, ils ont raison sur l'effectivité de leur inclusion dans tout ce qui se fait comme transition pour établir, parce que le risque n'est pas zéro, qu'un militaire, un haut gradé, qui aussi se sent frustré de cette manière d'exclure les autres, fasse un coup d'État.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'opposants, d'opposition, vous avez su bien planter. La transition, on va parler du Togo et on reste avec vous, Sana, Komlan Sadio et tout, élection législative. Un nouveau régional plutôt, un nouveau test électoral pour l'opposition togolaise. Alors, on va prendre la température de l'opposition togolaise. Elle va bien d'abord? Je ne sais pas, je n'ai pas d'affinité ni avec l'opposition togolaise, ni avec le parti au pouvoir. D'ailleurs, j'interviens comme simple commentateur des faits politiques sur vos médias. Et l'opposition, selon vous, en tant que simple commentateur plutôt, se prépare bien pour ces régionales? Je ne sais pas, je n'ai pas vu de calendrier de préparation qu'on m'a présenté, mais je peux remarquer, j'ai dû remarquer qu'il y a beaucoup d'allées, de va-et-vient sur le terrain politique, que ce soit au sein du parti UNIR, on l'a pris dans les médias, qui font une tournée, on pense de mobilisation de leur équipe. L'opposition, l'UFC aussi, avec l'honorable Sénat Lupuis, ils ont aussi fait ce genre de tournée. Donc oui, on peut dire que de part et d'autre, on sent qu'il y a une remobilisation des troupes, éventuellement pour les élections régionales qui sont annoncées et qui pourrait se tenir au dernier trimestre de cette année. Dernière question à vous, Sana. C'est un grand test pour l'opposition togolaise. Bon, est-ce que moi, je n'ai pas envie de parler de test parce que, vous savez, il y a eu 3 élections successives qui se sont tenues. On peut dire qu'aux législatives, une opposition dite radicale n'a pas voulu participer. Donc, si l'on tient compte des résultats des élections municipales, je peux dire que ces élections sont de loin les plus acceptées, qui font un peu plus le consensus, puisque, voilà, c'est-à-dire les mêmes personnes qui, pour des motifs, je dirais, fallacieux, ont décidé de boycotter les législatives. En l'espace de quelques mois, ils trouvent le cadre qu'ils ont rejeté acceptable pour aller participer aux élections municipales. Et ce qui est intéressant dans ces élections municipales, on a vu que le parti au pouvoir a raflé plus de 65% des sièges. 65% des sièges. Donc, je me dis, lorsque vous avez ces résultats, 65% des sièges, et que, par exemple, aux élections présidentielles, on a le parti au pouvoir qui gagne plus de 70% des suffrages exprimés. Pour que ce soit un test, il faut qu'il y ait peut-être un rebondissement, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un nouveau projet politique que l'opposition ou bien ces partis de l'opposition présente. Donc, depuis les élections municipales, en passant par les élections présidentielles, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour présumer ou bien prédire qu'il y aurait un rebondissement? C'est-à-dire, les suffrages, c'est les suffrages. C'est-à-dire, ce n'est pas par magie ou bien par une prophétie politique que des choses vont changer au régionale. Lorsque vous prenez les chiffres, mais il n'y a l'ombre d'aucun doute que le parti au pouvoir va, je l'imagine, faire un sac. Parce que lorsque vous épluchez les résultats, par exemple, des élections municipales, comparés à ceux des élections présidentielles, et que vous ramenez ça, je ne parle pas même du côté régional, ramenez ça, compiler, c'est-à-dire condenser, pas préfectueux, et voyez un peu le poids du parti au pouvoir par rapport à tous ces partis politiques réunis. Je vais donner un exemple. Pour terminer, je vais donner un exemple illustrateur. Lorsque vous prenez les élections présidentielles, est-ce que vous pouvez imaginer, puisque l'ironie du sort fait qu'aujourd'hui on est un 11 mars, c'est le journal officiel dans lequel c'était un 11 mars 2020. Vous avez les résultats des élections présidentielles par région. Et justement, on parle d'élections régionales. Ce n'est qu'en région maritime que Agbeomé arrive à avoir 47% des suffrages dans la région maritime. Dans la région maritime. Après, quand vous allez dans la région des plateaux, mais les partis de l'opposition n'ont pas réussi au niveau régional à dépasser les 4%.
Les 4%, c'est uniquement pour la région des plateaux. Les autres régions, c'est 1%, 1%. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et même dans la région maritime dont je parle, si vous arrivez à ramener ça au niveau préfectoral, l'opposition n'arrive qu'à exister que dans 2 préfectures en termes de suffrage. Et c'est justement à Lomé avec la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agué. Donc les enjeux, moi je ne pense pas qu'il y en aura, puisque c'est un travail sur le terrain qui se répercute en dividendes politiques. Rien ne s'est passé depuis lors. Moi, je ne serais pas étonné, et je sais que je ne suis pas étonné de dire que l'UNIR va encore faire un sacre prochain législatif. C'est ce que vous voyez aussi, hein, madame, parce que jusque-là, Sana en partie a raison. On ne voit pas trop l'opposition togolaise. Oui, on voit l'UFC, on voit l'honorable Senali, puis partout, on voit également le PDP, on voit des fois d'autres partis politiques. Mais les partis là, qu'on appelle des partis radicaux, on ne les voit pas sur le terrain. Bon, et l'opposition togolaise, je ne sais pas, est presque inexistante à mon avis. Parce que depuis les élections législatives, on ne les voit pas sur le terrain. Pour la première fois de ma vie, elle a dit quelque chose avec lequel je suis d'accord. C'est pourquoi je souris. Avec le cœur. Elle dit tout avec le cœur, même parlant de la Russie. Non, je n'ai pas de truc, donc je dis les choses telles que je les vois. Donc, et elle est quasi inexistante. Qu'elle m'excuse parce qu'on ne les voit pas. Non, plutôt Sana est surpris. Oui, non, de je ne parle pas de... Peut-être pas. Non, je dis, je ne suis pas, je dis, c'est pour la première fois qu'elle dit quelque chose avec lequel je suis d'accord, c'est tout ce que j'ai dit. Voilà, je n'ai pas dit, c'est ce que je dis. Pas avec le corps, je le dis. On pensait au cœur. Oui, parce qu'elle a dit avec le cœur, c'est ça je dis. Voilà. Donc, elle est quasi inexistante et je dis que l'opposition m'excuse parce qu'on ne les voit pas sur le terrain et ce n'est qu'à l'approche des élections présidentielles, surtout qu'on les voit. Et la fois passée, en 2017, quelle élection législative de décembre 2018. 18, voilà. Quand elle a boycotté les décembre 2018, elle a boycotté les élections législatives en donnant une large ouverture au parti au pouvoir. Est-ce qu'elle a boycotté? L'UFC a participé. L'UFC fait partie de l'opposition. Bon, moi je dis boycotter parce que si c'est l'UFC, quel est le truc? Est-ce que c'est l'UFC? Le PDP a participé. Le NET a participé. Le NET a participé, oui. Le parti de, comment, l'honorable, j'oublie son nom. Donc, il ne faut pas boycotter les élections législatives qui vont arriver. Est-ce qu'elle va s'unir pour avancer, pour sensibiliser les peuples à voter pour elle? Ça, il reste ça, je ne peux le prédire. Et c'est tout ce que je voulais dire aussi, c'est que les élections régionales là sont prévues par notre constitution et qu'il faut coûte que coûte y aller. Donc à elle de prendre ces mesures pour ne plus nous décevoir comme elle avait fait dans le temps. Bon, les communales, bon, elle est partie. Pourquoi faire maintenant? Pourquoi faire maintenant? Donc, il ne faut plus trahir le peuple dans ce sens-là. Soit vous y allez et vous dites au peuple, voilà. Sinon, on les voit comme des acteurs. Excusez-moi, moi je les vois comme des acteurs pas trop décidés pour le peuple, amener le peuple au bon point, au bon port, parce que ce peuple-là a confiance en une grande partie une grande partie du peuple a confiance à cette opposition-là, comme au parti au pouvoir, parce que moi je n'ai pas de parti pris, je n'appartiens à aucun parti, ça je le dis. Donc du coup, pour que les échanges, pour qu'on ait plus de divers points sur le terrain, pour qu'elles participent quand même aux prises de décision au haut niveau, pour que les choses s'améliorent et pour les deux partis qui sont là, l'opposition bien sûr et le parti au pouvoir, il faut qu'elle y participe. Alors Russe, donc vu qu'on parle finalement de l'opposition dans le sujet, on a l'impression qu'on veut parler peut-être d'un certain opposant, certains S. On veut parler peut-être de la DMK parce que l'opposition est toujours là, l'UFC est là, le NET est là, le PDP est là. Ben, il y a certains qui ne sont pas forcément là.
Bon, je pense que de façon très franche au Togo, parce que la politique togolaise c'est un peu un panier à crabe et ainsi de suite, donc on joue beaucoup sur les syntaxes, mais je pense que de façon populaire, lorsqu'on parle d'opposition, je pense que tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'on met un peu dans cela. Et lorsqu'on parle de partis modérés ou de partis au pouvoir, on sait à peu près... Opposition, ce sont les radicaux, vous voulez dire. Donc généralement, de façon populaire, ceux qui sont considérés comme étant de l'opposition, ce sont les personnes radicales. Maintenant, je pense que pour parler de l'opposition togolaise, il faut... c'est comme un poisson et puis il faut couper un peu en parts. La première des choses, c'est... Moi, je n'aime pas la tête du poisson. Pas la tête du poisson. C'est le milieu, non, c'est le milieu. Donc, la première des choses, c'est le rapport au peuple. Tout passe par le rapport au peuple. Quel que ce soit le parti au pouvoir, le parti, ceux qui sont plus ou moins modérés, les radicaux, c'est le rapport au peuple. C'est la première des choses. Lorsqu'il y a des manifestations, les premiers qui spontanément sortent, c'est la petite vendeuse du quartier, c'est le gars du ghetto, c'est pas le mec en 4x4 qui est dans un bureau climatisé, tout ça, qui va dans la rue. Ce sont ces gens-là qui sont en condition de précarité, qui sont dans le questionnement, qui sont dans le rêve pour leur nation, qui sont dans une certaine forme de projection, qui se disent il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas ce qu'on prend. Donc nous partageons un constat. C'est sur ce constat que vous partagez avec ce peuple-là que vous les mobilisez. Donc on est dans le deuxième cas. Maintenant, lorsque vous prenez la responsabilité de vous ériger comme leader, parce que le peuple, il fait le constat avec vous. Il est d'accord peut-être sur le constat que vous faites. Vous dites, on doit agir, ils sont d'accord sur l'action que vous décidez de mener. Maintenant, vous vous érigez comme leader. Et que maintenant, en tant que leader, vous prenez la responsabilité d'engager ce peuple-là sur une certaine dynamique et que vous vous cassez la gueule et que dans ce cassement de gueule, on a des pertes de vies humaines, on a des gens malades, on a des gens lésés, on a des gens en exil, on a des gens... À un moment, je pense qu'il faut avoir l'humilité et la franchise de revenir au niveau de ce peuple parce que ce peuple demande des explications. Et donc l'opposition doit faire un mea culpa, vous voulez dire. Il y a un mea culpa à faire. Il y a un lien à reconstruire parce que fondamentalement, notamment avec ce qui a pu se passer dans les années 2017, les gens se sont sentis trahis. Donc, le problème n'est plus celui du constat, parce que les gens peuvent faire le constat avec vous, mais cela ne sous-entend pas que les gens vous estiment légitimes pour porter leur message. C'est deux choses différentes. Et par conséquent, quand c'est comme ça, les gens restent en retrait, ou soit les gens vous boutent, ou soit par défiance, les gens préfèrent aller chez celui que vous contestez. Donc à un moment, je pense que mon problème, c'est que j'ai vu une opposition mobiliser les gens, j'ai vu une opposition mettre les gens dans l'art, j'ai vu des innocents qui ont perdu, on a eu des enfants qui ont perdu la vie, on a eu des policiers qui ont perdu la vie, on a eu des populations qui se sont fait taper dessus, et ainsi de suite. Et je n'ai pas vu, on a même des gens en prison, et je n'ai pas vu, de façon médiatique, je n'ai pas entendu des leaders qui se portaient au devant, qui disaient « Oyez, je vais faire, je suis devant, c'est moi le boss et tout ça ». Je n'aurais pas vu faire cette démarche-là inverse, de venir à un moment... On a vu Jean-Pierre Fabre, il était à Socoré, il était à l'intérieur du pays. Moi, j'ai besoin d'un réel mea culpa. Et le mea culpa, le problème qui se pose, c'est qu'il ne peut pas se situer dans le cadre unique d'un parti, d'autant plus que lorsque vous avez mobilisé les gens, il ne s'agissait pas de la mobilisation d'un parti. Il s'agissait de la mobilisation de plusieurs partis et même de gens qui n'étaient affiliés à aucun parti. Donc, à un moment, votre mea culpa, vous ne le faites pas juste pour les gens de chez vous. Vous le faites pour la nation togolaise. Il n'y a pas de honte à un moment parce que c'est quelque chose qui fait partie un peu de nos paradigmes. C'est que lorsque, par exemple, même vous prenez la moto et qu'il y a un gars qui vous bouscule, celui qui vous bouscule, même s'il a tort, il vous demande pourquoi vous étiez là. Parce qu'on a un souci avec le fait de faire un mea culpa et le fait de pouvoir s'excuser. Vous allez au Japon, on a vu des ministres
des représentants. S'excuser, ça n'enlève en rien à leur capacité. Ça grandit plutôt. Rien. Donc à un moment, il faut bien comprendre, si vous amorcez une stratégie, vous avez emballé tout un ensemble de personnes, vous les avez menés à un combat, qu'importe, ils n'ont pas besoin de savoir si on vous a fait la bise, tout ce qu'eux ils constatent, c'est qu'ils ont perdu. Ils ne vont pas vous demander, oui, non, vous savez, en fait, quand on était parti, au lieu de me faire la bise, il m'a fait ceci, il m'a donné le billet. Ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils veulent savoir pourquoi ils ont perdu. Alors, Sana, l'opposition radicale togolaise, un manque de repères, de stratégie, de quoi finalement? Donc, Ovi a dit quelque chose de très important que j'aimerais développer. Il a parlé de... Ce n'est pas parce que des gens manifestent pour un certain nombre de choses et qu'ils sont à vos côtés que vous êtes légitime vis-à-vis d'eux pour les représenter. Je vais donner une caricature, pas une caricature. On a encore 2 minutes. Des chiffres. Vous savez, dans la préfecture du Golfe, aux élections municipales, le parti de M. Jean-Pierre Fabre a obtenu 34% des suffrages, quand UNIR obtenait 23% des suffrages. Je vais aller dans un fief d'UNIR, Blita. À Blita 1, vous avez UNIR, la commune, UNIR qui a 91% des suffrages, pendant que la C14 a 1,27%. Blita 2, il n'y a pas eu vraiment de... UNIR s'est présenté avec un acteur. Donc Blita 3, vous avez UNIR 90%, Blita 3. L'ANC est à 5,3%. Le quart est à 4,56%. Et c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, ils sont plus concentrés sur... je ne dirais même pas la région maritime. Mais à Lomé, à Goué et puis Golfe, c'est fini. Et donc quand les gens sortent à Lomé, plus vous montez vers le nord, c'est-à-dire, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, quand les gens manifestent à vos côtés, il faut des actes conséquents pour transformer cette mobilisation en dividende politique. Il y a eu des manifestations, des gens les ont suivis. Comment se fait-il que cela ne s'est pas traduit en dividende politique? Je crois que Horus en a donné la raison. Donc moi je dis aujourd'hui, les élections régionales qui viennent vont vraiment nous montrer l'image en termes de légitimité. Nous verrons que au sortir de ces élections législatives, on verra qu'un parti est à dimension nationale parce que présente dans les 5 régions du Togo, alors qu'il y a des gens qui sont réputés dire à chaque fois qu'ils représentent le peuple. Non, ils ne représentent pas, ils représentent leurs militants. Ils représentent leurs militants. Parce que lorsqu'on en vient à l'outil de mesure de la légitimité, mais ils n'ont rien en termes de suffrage. Un second, Horus, je veux spécifier quelque chose en ce qui concerne l'intérieur du pays et Lomé. Lomé, ce n'est pas l'intérieur du pays. Maintenant, quand je dis Lomé, ce n'est pas l'intérieur du pays, c'est pour préciser que à Lomé, comment dirais-je, les réalités sont beaucoup plus violentes. Et justement, les personnes qui montrent leur désaffection de certaines choses sont beaucoup plus au front que ceux de Lomé. Lomé, c'est la ville où il y a toutes les caméras, il y a tous les trucs. Voilà. Mais alors, à l'intérieur du pays, il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez les résultats du vote qui nomment tel parti gagnant que au sein des populations, il y a un réel contentement. C'est plutôt des populations qui sont, comment dirais-je, particulièrement encerclés. En tout cas, ce n'est que le début. On aura encerclés dans les urnes aussi. De pouvoir parler. On parle d'aller dans les urnes. Encerclés dans les urnes à venir. Ça a été un plaisir de vous avoir, Sana Komlan. Sadio Etou, vous êtes analyste politique et socio-économique. Un honneur de recevoir surtout Madame Sophia Kenyonsi Adanou. Elle est sociologue et analyste politique au russe Donkovi qui défend l'Afrique partout. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve la prochaine fois. La semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tous. Merci.